Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pourrait vous sauver la vie, ou en tout cas qui va vous enlever beaucoup de responsabilités, soit dans votre lieu de travail, soit à la maison, soit avec votre conjoint. En fait, aujourd'hui, je voulais vous donner une notion que je donne souvent en entreprise quand je donne des conférences en stratégie de changement, parce qu'on a souvent à travailler avec des personnalités différentes. Et parfois, ça a dû sûrement vous arriver vous aussi, vous essayez de passer un message et la personne ne vous comprend pas. Et là, vous vous dites, coudonc, c'est-tu parce qu'elle n'est pas intelligente? C'est-tu parce qu'elle m'en veut? Elle fait-tu exprès? Non! C'est qu'elle a une carte du monde différente de vous. La notion de carte du monde est une notion qu'on utilise beaucoup en programmation neurolinguistique. Alors, ça vient d'une vieille histoire d'un colonel prusse qui était parti à la guerre et qui avait étudié le territoire et avait amené ses troupes, mais sur la carte, c'était pas indiqué qu'il y avait un fossé. Donc, l'armée ennemie l'a attendu de l'autre côté et finalement, tout le monde s'est fait massacrer. Le colonel est parti sur son cheval au galop, au triple galop, et il a dit, la carte n'indiquait pas le territoire. Chaque individu a une carte du monde à l'intérieur de sa tête, une carte géographique unique, différente, composée par ces 90 milliards de neurones. Alors comprenez-vous que vous ne pouvez pas être pareil aux autres et que c'est pas parce que vous pensez différemment ou que quelqu'un pense différemment qu'il a nécessairement pas raison. C'est tout simplement ou que c'est parce qu'il vous aime pas, ou que c'est parce qu'il procrastine, ou etc. Nos adolescents ont une carte du monde différente de nous. Notre conjoint, conjointe, nos parents, les collègues avec qui on travaille, notre patron ou notre patronne, tout le monde a une carte du monde différente. À partir du moment où on accepte ce principe-là, on part en voyage. Et on part en voyage à l'intérieur du cerveau de chacune des personnes qui nous est appelée à rencontrer. Et j'ai une question pour vous. Est-ce que pour vous, ce qui est plus important, c'est le message que vous livrez et la perfection de ce message-là ou la façon dont la personne va le comprendre? Si vous avez répondu la deuxième option, on est d'accord. Ça ne veut pas dire que la première n'est pas importante. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas soigner son message, qu'il ne faut pas inclure l'objectif, le pourquoi à l'intérieur du message, surtout lorsqu'on veut faire quelque chose à quelqu'un. Mais il faut prioritairement se pencher sur comment la personne va comprendre notre message. Exemple, si je vous demande de donner des directions à une personne qui cherche son chemin et que cette personne-là, elle parle une autre langue, disons le mandarin, il va falloir que vous utilisiez une façon que vous aurez de commune de pouvoir vous comprendre si vous ne parlez pas le mandarin. Vous aurez beau lui dire les meilleures indications du monde avec le meilleur français du monde et il ne vous comprendra pas parce qu'il ne comprend pas cette langue. Il n'a pas la gestion du langage que vous utilisez. Donc, vous allez devoir utiliser les signes ou faire des dessins. Et là, vous allez vous comprendre. C'est comme ça avec chacun des cerveaux que vous rencontrez. Et je voudrais aujourd'hui vous expliquer différents métaprogrammes, c'est comme ça qu'on appelle en programmation neurolinguistique, différents métaprogrammes qui vont vous expliquer soit les différences qu'il y a dans la gestion de l'information ou dans la gestion de la motivation. Et en sachant ça, vous allez être beaucoup plus précis, beaucoup plus target pour aller chercher ce que vous voulez des personnes que vous côtoyez. Bon, parfois, on blague un peu en PNL, puis on se dit, c'est de la manipulation. Non, parce que c'est de trouver le meilleur moyen ou la meilleure façon d'atteindre la gestion ou la compréhension que la personne peut avoir de quelque chose. Donc, à ce moment-là, elle va vous offrir ce qu'elle est de mieux. Et elle va être contente, puis vous allez être content. Ou l'inverse,
quelqu'un qui est capable d'aller chercher votre gestion de l'information ou votre gestion de la motivation, bien, vous allez donner 100 fois plus avec beaucoup plus d'efficacité. On s'entend? Alors, je vous donne ces différents métaprogrammes. OK. Et en même temps, faites l'exercice si vous vous reconnaissez ou si vous reconnaissez quelqu'un. Ou si vous avez de la difficulté avec quelqu'un, essayez d'imaginer dans quel métaprogramme il est et vous, si vous n'êtes pas à l'opposé. Et après, je vous dirai comment composer des équipes. C'est très important. Et là, je parle surtout au niveau du travail. Alors, quoique dans les loisirs aussi, ça peut être important de savoir. C'est toujours important de rester ouvert à la carte du monde de la personne. Alors, prenons le premier exemple, le premier métaprogramme. Est-ce que les gens que vous côtoyez sont de type aller vers ou est-ce qu'ils sont de type s'éloigner d'eux? Et là, on parle ici de comment motiver quelqu'un à faire quelque chose. Ces deux types sont assez opposés puisque le premier, celui qui est allé vers, il va être motivé par l'objectif, par ce qu'il gagne. Alors que celui qui est s'éloigné d'eux va être motivé par ce qu'il va éviter, ce que ça va lui éviter ou ce qu'il pourrait perdre. Alors le premier va être axé sur ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à gagner, et le deuxième va être axé sur les menaces ou les échéances ou en tout cas ce qui pourrait lui arriver. Le premier, évidemment, fonce, veut la carotte. Vous savez, la carotte, l'image de la carotte, le bâton avec la corde, la carotte au bout, puis qu'on met devant les yeux du cheval, et le cheval veut toujours aller chercher sa carotte, eh bien, il y a des types qui sont comme ça. Si vous voulez lui faire quelque chose, donnez-leur quelle sera la récompense. Par contre, si vous êtes avec un individu qui a plutôt le genre à essayer de trouver la bête noire, ce qui pourrait ne pas fonctionner, l'obstacle qu'il pourrait rencontrer, ce qu'il peut éviter, et bien à ce moment-là, vous allez axer votre discours sur justement les menaces qu'il pourrait rencontrer. Donc, si il fait ça, ben il n'y aura pas à faire telle chose ou il va s'éviter tel problème. Et là, vous allez le faire avancer. Comment on les reconnaît? Demandez-leur comme question « Pourquoi tu fais telle chose? » et écoutez la réponse. S'il vous dit que c'est pour gagner du temps, que c'est pour atteindre son objectif, que ça va le faire évoluer, que il a une récompense au bout du compte, vous êtes avec une personne qui est allée vers. Donc, la prochaine fois que vous voudrez lui faire quelque chose, allez dans son sens. Donnez-lui la carotte. Alors que si vous êtes avec quelqu'un qui est s'éloigné d'eux, et que vous lui demandez pourquoi tu fais ça, il va vous dire bien parce que ça m'évite de faire un détour, parce que j'aurai pas à le refaire plus tard, parce que je veux pas être en retard pour telle chose. Quand vous voyez que c'est pour éviter un problème, alors vous savez de quelle façon le motiver. Montrez-lui où pourraient être les problèmes éventuels et ça va le faire avancer. Donc déjà, vous avez une idée de comment motiver une personne selon son type. Mais maintenant, comment on peut faire pour détecter la source de motivation précise pour chacune des personnes? Encore une fois, il y a deux types. Il y a un type qui est interne, l'autre type qui est externe. Celui qui est interne, il est totalement autonome. Il se motive par lui-même. Si vous lui demandez comment tu vas savoir qu'un travail est bien fait, il va te dire, ben j'ai pris les informations et j'ai été selon mes compétences, puis je l'avais déjà fait une autre fois, puis je l'ai même fait mieux cette fois-ci. Voyez-vous? La personne se motive par ce qu'elle est, par ses compétences, par les gestes, les actions qu'elle pose. Quelqu'un qui est externe, il va se motiver parce que vous lui avez dit qu'il avait bien fait, parce que quelqu'un lui a donné une reconnaissance. S'il est de façon externe, il va demander
aux gens d'avoir des standards sur lesquels il peut se fier. Donc, son travail, si vous lui demandez comment tu vas savoir que ton travail est bien fait, il va dire, ben, j'ai regardé ce qui s'est fait avant, et puis j'ai fait pareil, ou j'ai fait un peu mieux, et puis j'ai fait ce que vous m'avez demandé. Si vous avez besoin de donner une tâche à quelqu'un, puis vous n'avez pas envie de vous embarquer à dire le comment du pourquoi, c'est pas grave comment ça va être fait, ce que vous voulez, c'est le résultat. Allez chercher quelqu'un qui a une motivation interne. Par contre, si vous voulez que ce soit fait exactement comme vous le voulez parce que vous savez quel doit être le résultat, eh bien, allez chercher quelqu'un d'externe. Il va vous donner exactement ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas de l'encourager, de le remercier. Vous savez, c'est pas... Il n'y a pas de façon meilleure l'une que l'autre. Ce sont des notions qui ont été intégrées dans vos 90 milliards de neurones et qui ont fabriqué votre carte du monde. Vous-même, si vous êtes quelqu'un d'indépendant, vous n'avez pas besoin d'aller chercher l'approbation. Vous avez besoin d'aller chercher beaucoup d'informations et de vous challenger vous-même. Mais si vous êtes quelqu'un d'externe, vous pouvez demander aux gens, ben écoute, moi j'ai besoin de savoir si c'est ça que tu veux. J'ai besoin de savoir si tu es content. Parce que c'est votre gestion. Point à la ligne. C'est comme ça que vous êtes fait. Donc, on est allé voir comment motiver quelqu'un ou quelle était la source de motivation des deux types, soit interne ou externe. Maintenant, la gestion de l'information. Ça, je dois vous avouer que ces deux types-là de gestion d'information ont presque sauvé mon couple. Donc, j'exagère, mais vous allez voir, c'est là qu'arrivent le plus souvent des conflits entre deux personnes. Et moi, il y avait une grande opposition parce que mon mari et moi, on est de deux types opposés. Il y a des gens qui ont une gestion de l'information conceptuelle. On les appelle les options. Eux, ils voient les problèmes dans leur ensemble et vont avoir une vision globale des choses. Et peu importe le moyen d'y arriver, ils sont plutôt à l'aise lorsque on leur dit pas quoi faire. Ils vont trouver, ils vont sûrement arriver à leur but, mais peut-être pas d'une façon trop orthodoxe. Ça va être un peu dans le désordre, mettons. Alors qu'une personne, son opposé, qui est un peu moi, qui va être plus procédure, bien lui, il va procéder par étapes pour arriver à quelque chose. Vous êtes certain que la personne qui est procédure va arriver au bout de son objectif. La personne qui est option va arriver à peu près à l'objectif, mais ça se peut qu'il l'ait dépassé ou ça se peut qu'il ait pris une certaine tangente. Si vous avez besoin de quelqu'un qui est créatif, conceptuel, vous allez peut-être, pour avoir le meilleur résultat, le guider un peu. Allez le rencontrer de temps en temps pour savoir s'il est toujours dans le sens que vous voulez que l'objectif soit atteint. Par contre, si vous êtes avec quelqu'un qui est procédural, qui aime les étapes, qui aime les choses claires, qui aime les procédures, ben vous allez aller chercher quelqu'un qui est de type procédure. Un exemple, on va faire de la cuisine, mon mari et moi ensemble. On choisit un gâteau dans le livre de recettes, un gâteau qui est figue et noix. On va regarder les ingrédients et on n'a pas de figues. La procédure va dire, ben je vais aller à l'épicerie, je vais aller acheter des figues. L'option, lui, va dire, ben non, on va prendre des dattes. Ce qu'on veut, dans le fond, c'est un gâteau. Voyez-vous? J'avoue que parfois, pour quelqu'un qui est procédure, et là, je vous parle de légers conflits qui peut y arriver, puis sûrement que vous allez faire un lien avec des gens que vous connaissez. Pour moi, qui est procédural, je trouve que mon mari est un peu messy. Disons que son désordre me dérange un peu parce que je sais pas trop où est-ce qu'il s'en va, mais lui le sait. Par contre, lui, il me trouve enquiquineuse parce que je suis trop sur les détails. Alors voilà la différence entre quelqu'un qui est option et quelqu'un qui est, moi je dis option, je fais toujours ce geste, c'est quelqu'un qui est procédure.
Si vous avez besoin d'être rassuré, allez chercher quelqu'un qui est procédure. Surtout si vous êtes mêlé, vous n'êtes pas trop sûr. Par contre, si vous avez besoin de quelqu'un de créatif, allez chercher quelqu'un d'option. Maintenant, comment est-ce que les gens passent à l'action? Encore une fois, deux types. Il y a des gens, et vous connaissez les termes, qui sont proactifs et il y a des gens qui sont réactifs. C'est-à-dire que le proactif, lui, il va foncer, il ne se pose pas de questions et au fur et à mesure, il va improviser. C'est pas important, il a confiance en lui, donc il va se dire je vais finir par trouver un moyen. Et il va se rendre jusqu'au bout. Le réactif ne foncera pas tête baissée, il va se reculer puis il va analyser. Et avant de passer à l'action, il va devoir tout calculer et tout prévoir. Et d'ailleurs, une fois que l'objectif est atteint, bien souvent, celui qui est réactif va dire « Hey, j'ai été chanceux ». Parce qu'il a toujours peur qu'un imprévu arrive et l'empêche de réaliser ces choses. Vous connaissez des gens comme ça? Ça, c'est pas moi, par contre. Je suis beaucoup plus proactive. Je fonce, puis après ça, je m'organise. Vous êtes plus proactif ou réactif? Êtes-vous plus option ou procédure? Êtes-vous plus interne que externe? Êtes-vous plus aller vers ou s'éloigner d'eux? Une fois qu'on s'est rendu compte de la chose, c'est comme si on acceptait qu'il y ait un tableau d'une telle couleur devant nous. C'est peut-être pas le tableau qu'on accrocherait sur nos murs, mais le tableau existe. Et sûrement, puis quand on le connaît, on reconnaît les forces de notre opposé. Et on peut les utiliser parce que ce sont des forces que nous, on n'a pas. Voyez-vous? C'est bien intéressant de pouvoir jouer avec les métaprogrammes et de les reconnaître rapidement. Bien sûr que lorsqu'on crée des équipes, lorsqu'on a des équipes de travail, il faut faire attention à qui on mélange, avec qui comment on bâtit nos équipes, surtout si vous êtes sur un projet. Et ici, je voudrais juste vous donner une petite notion de la théorie de la créativité de Walt Disney, parce que Walt Disney a créé une façon de procéder pour tout ce qu'ils amenaient sur la table, que ce soit une bande dessinée, que ce soit un film, de cette façon-là. Et ils ont évité beaucoup de retard et beaucoup de grincements de dents et beaucoup de burn-out. Et parce que forcément, il y a des... comme vous avez vu, il y a toujours comme l'un et son contraire. Mais chacun a des forces. Puis, encore une fois, on ne juge pas. Ça existe. Alors, la théorie de la créativité a dit, au départ, dans une équipe, quand vous partez un projet, vous mettez les créatifs ensemble. Donc, les gens qui sont options, les gens qui sont proactifs, les gens qui sont... ils peuvent être internes ou externes, ça, c'est pas important. Mais allez chercher des gens qui foncent, qui créent, qui ont une vision globale et qui lancent les idées. Ensuite, vous pourrez envoyer le projet, une fois qu'il est dessiné, à ceux qui sont plus réactifs, ceux qui vont analyser la chose, ceux qui vont la critiquer, ceux qui vont être s'éloigner d'eux. Parce qu'eux autres, ils vont dire... On l'a déjà fait, ça prend un budget, ils vont éviter les problèmes. Si vous les mettez ensemble, vous allez avoir quelqu'un qui va lancer l'idée, puis l'autre va dire « Non, ça a déjà été fait ». Vous allez lancer une autre idée, il va dire « Non, on n'a pas l'argent pour faire ça ». Et finalement, vous n'avancerez jamais et vous allez créer une tension pas nécessaire pour arriver à obtenir votre objectif. Donc, vous mettez les créatifs ensemble, vous mettez ensuite, la critique, les gens qui sont réactifs, les gens qui sont s'éloignés d'eux. Et ensuite, vous envoyez votre projet à ceux qui sont des réalisateurs. Les gens qui sont soit internes, soit externes, c'est-à-dire qui vont faire exactement ce que vous voulez ou qui vont le faire à leur façon, mais des gens qui vont aller jusqu'au bout. Des gens qui vont être plus procédurales, qui vont aimer les étapes, qui vont aimer les procédures, qui vont se rendre, qui vont fabriquer et qui vont amener à terme votre projet.
Et de temps en temps, vous ramenez les critiques ou vous ramenez les créatifs, mais vous ne mêlez pas tout le monde en même temps, parce que c'est sûr que la chicane va pogner. Donc, c'est important de bien reconnaître les groupes de personnes avec qui vous êtes, les métaprogrammes, pour être capable d'aller tirer le meilleur de chacun. Et si vous le faites, vous allez voir que tout le monde va se sentir respecté dans son élan, dans sa créativité, dans sa sécurité. C'est bon? Alors, je vous souhaite de rencontrer de très belles cartes du monde, de faire le plus beau voyage en prenant le temps de s'arrêter et d'écouter un peu ce que l'autre a à nous dire, en posant des questions et en sachant un peu comment ils se dévoilent à travers leurs réponses. D'ailleurs, quand on parle de proactif et réactif, comment on les distingue? C'est un proactif parle très peu. Un réactif parle beaucoup. C'est le Proust des types de métaprogrammes. Et une façon de les reconnaître, demandez-leur de raconter un film. Si vous parlez d'un film de James Bond, disons, ben le proactif, il va dire, ben c'est un film d'action. Point. Lui, il a tout dit en étant ça. Alors que le réactif va dire, ben en fait, c'est un film avec l'agent 007 qui est joué par tel acteur, puis ça se passe dans tel pays, puis là, il y a un triangle amoureux, puis là, il y a telle chose, puis le méchant, il vient de telle affaire, puis il y a... Et là, vous en avez jusqu'à demain matin. Ça, c'est un réactif. Mais c'est très bon des réactifs pour aller dans le détail des choses. Mais parfois, il se perd dans le détail. Il y a besoin d'avoir quelqu'un qui le ramène au but. Alors que le proactif, ben des fois, il s'enfarge tellement pas dans les détails ou dans les fleurs du tapis, hein, comme on dit, que finalement, il peut être tellement dans le désordre qu'il va finir par perdre tout le monde à l'intérieur du processus de création. Alors voilà, j'espère que ça vous a intéressé. J'espère que ça vous donne une idée de regarder les gens autour de vous différemment et de les respecter et d'utiliser ces notions pour pouvoir aller dans leur gestion de pensée, dans leur gestion de la motivation et en tirer le meilleur pour leur bénéfice et pour votre bénéfice. Sur ce, je vous dis à la prochaine capsule.